aristocratie décadente. Et le peuple qui meurt de faim. Notre combat pour la liberté commence maintenant. Voici donc ce qu'est devenue la France. Dans la série des jeux Assassin's Creed, deux groupes fictifs s'affrontent au milieu d'événements historiques réels, et c'est bien cela qui nous intéresse. D'une part, il y a les assassins, ce sont des anarchistes qui défendent la liberté des peuples à se gouverner eux-mêmes. D'autre part, il y a les Templiers, ce sont des francs-maçons au sens complotiste du terme. Ils veulent gouverner le monde pour y faire régner la paix dans un nouvel ordre mondial. Là-dessus se greffe une histoire de civilisation défunte, possédant des artefacts surpuissants qu'il faut évidemment récupérer, ainsi que l'idée selon laquelle nous conserverions la mémoire de nos ancêtres dans nos gènes. Bref. Le studio Ubisoft s'entoure généralement d'historiens pour recréer l'esprit des époques qu'il met en scène. La plupart du temps, on ne sait pas trop qui sont ces historiens, et encore moins dans quelle mesure ils ont été autorisés à s'impliquer dans le processus de création de ces jeux, des jeux très populaires, c'est pour ça que c'est un objet d'étude sur lequel il est intéressant de se pencher. Ils mettent combien d'argent là-dedans, Ubisoft? Là, 200 millions juste pour le jeu, et ils pensent en vendre environ 15 millions de copies pour un total d'1 milliard. de dollars, c'est ce que ça va rapporter. Ce sont des chiffres qui sont complètement fous. L'industrie du jeu vidéo fait plus d'argent que le cinéma depuis 2002. Pour Assassin's Creed Unity, deux historiens ont admis avoir été consultés par Ubisoft dans le but de donner des directives quant à la vraisemblance historique du jeu. Laurent Turcot, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, manifestement très fier d'avoir participé au projet, il donne pas mal d'interviews où il se félicite de son travail. C'est un spécialiste de l'urbanisme et de la France de l'Ancien Régime. Je vous avouerai que je ne suis pas un gamer, donc c'est un peu un cordonnier mal chaussé, mais quand Ubisoft m'a approché, je leur ai dit « Je veux bien le faire pour vous, parce que moi, on s'entend que mon poste principal, c'est professeur, mais en revanche, je vais aller chercher quelque chose de vous. Donc, ce qu'on va faire dans les prochains mois, c'est que je vais prendre le jeu et je vais retirer tous les personnages, toute la trame narrative, et on va pouvoir se promener dans le Paris de 1789 comme un Google Street View. Donc, dans mes cours sur la Révolution, on va pouvoir avancer, se tourner vers un bâtiment néoclassique, parler d'architecture, se tourner vers un policier, parler de la police à Paris. Donc, c'est ce que j'appelle un peu l'enseignement augmenté. Le deuxième historien s'appelle Jean-Clément Martin, professeur émérite à Paris 1, spécialiste de la Révolution française. Lui, il est plus partagé. Il s'exprime sur le sujet dans l'émission d'arrêt sur image sur les Serious Games. Il parle en partie, c'est intéressant, de la représentation de Robespierre, dont l'homme politique Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout satisfait. La Révolution française, ça n'appartient pas aux Français. Non, mais c'est ça aussi qui est le fond. On peut absolument, je comprends ce que vous dites, mais on est dans un produit qui, comme pour Marie-Antoinette dont je parlais tout à l'heure, est destiné à 50 millions de personnes dans le monde. Et c'est ça qui me semble important de comprendre qu'effectivement là, notre vision de la Révolution française est rentrée dans une vision beaucoup plus mondialiste. On aime, on n'aime pas. Bon, je veux bien qu'on n'aime pas, mais en tous les cas, il faut en tenir compte. Et puis, ce qui me semble important dans ce que vous dites là, il y a 10 ou 15 ans, moi, je n'aurais pas parié 30 secondes sur le fait qu'un jeu puisse être fondé sur l'histoire. Les équipes d'Ubisoft ont pris ce qu'elles voulaient bien prendre et ça nous amène à constater nombre d'anachronismes et d'erreurs très étranges, la plus surprenante étant la reconstitution de Versailles au début du jeu. Monsieur Maximilien Robespierre, venu seul. Arnaud, le chevalier du Thélème. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant! Charles Gabriel Siver, 2 invités. Suivant, je vous prie. D'entrée de jeu, on peut déjà remarquer la présence de la grille royale dont l'existence reste contestée. On en trouve au moins 2 représentations, toutes 2 assez différentes, donc la valeur historique de cette grille ne vaut pas grand-chose. On l'a recréée aujourd'hui, mais c'est surtout pour empêcher les visiteurs de pénétrer dans la cour de marbre sans avoir chèrement payé son billet.
Le pavillon du four n'existait pas encore, puisque c'est Napoléon qui en demande la construction et Louis XVIII qui la commence en 1818-1820, soit une trentaine d'années après les événements du jeu. On constate la même erreur dans le jeu Assassin's Creed Rogue, où à la fin on va à Versailles. Quelle affluence. Que font ces réverbères ici? L'éclairage public est certes une volonté de Louis XVI pour diminuer la criminalité, mais il ne s'est pas du tout appliqué à l'époque. On voit là le pavillon Gabriel, magnifique édifice de pierre blanche qui donne sur la ville. Le pavillon du four devait devenir son pendant symétrique. Alors il n'y a jamais eu de bassin ici au milieu de la cour, c'est une fantaisie des créateurs, ils ont dû se dire que ça faisait un grand espace vide et il a fallu le remplir, donc on est à Versailles, la cité des eaux, on va mettre un bassin, pourquoi pas. Le style vestimentaire de l'époque est assez bien respecté, même si on voit que tous les personnages ne portent pas de chapeau ni de perruque, mais comme c'est une fête, peut-être ont-ils déposé une partie de leur attirail à l'entrée. Dans cette partie du château, on fait d'énormes travaux en 2014-2015 pour le transformer en lieu de réunion réservé aux entreprises qui ont les moyens de les louer. Donc là on voit des salons Louis XVI, des petits appartements avec de la tapisserie pour l'aspect intimiste, des boiseries assez travaillées mais pas imposantes, quelques tableaux de petits formats pour décorer. Les appartements de l'époque n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, il y a une bonne raison à ça. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est la version 19e siècle, celle voulue par Pierre de Nolac, qui était conservateur sous la Troisième République. Il a fait détruire tout ce qui ne lui convenait pas dans le château, et il l'a recréé dans un style Louis XIV totalement factice. Donc quand on voit la chambre de Louis XIV aujourd'hui, il faut bien savoir qu'il n'y a pas dormi. Le billard s'est arrivé en France avec Louis XIV, vu qu'il l'appréciait assez, les nobles se sont mis à y jouer, et Louis XV, lui, pas tellement. Louis XVI, on sait que lui, il y jouait beaucoup, et c'est pour ça qu'on trouve un billard aujourd'hui encore à Versailles, mais un billard évidemment faux, qui a été fabriqué dans les années 2000, mais il n'y a aucun cartel qui le précise, c'est juste le billard de Louis XVI. Ce tableau au fond est peint par David. Il s'agit des funérailles de Patrocle, il date de 1778, c'est un véritable morceau de bravoure et c'est assez intéressant de le voir dans ce jeu, pour plusieurs raisons. Il s'y passe beaucoup de choses, son architecture est pour le moins bordélique, et c'est ce que lui reprochèrent ses contemporains d'ailleurs. Au centre on voit Achille qui se recueille sur la dépouille de Patrocle, et à droite l'assassin, Hector, tombe de son char. La végétation et le ciel sont directement inspirés de Nicolas Poussin, le peintre classique par excellence. On voit bien la fascination pour l'Antiquité de cette époque dans ce tableau, et David, devenant ensuite le chef de file du néoclassicisme, il est normal qu'il incarne ça. Les créateurs du jeu ont choisi ce tableau, à mon avis, pour sa richesse. Ils le découpent par petits bouts et le mettent un peu partout dans le jeu. Ils gagnent du temps, un seul tableau. Voilà, on fait toute la déco avec, seulement il y a un problème. Ce tableau disparaît en 1779 en Italie, et il n'a jamais été exposé en France. On le retrouve qu'en 1972, quand la National Gallery of Ireland de Dublin l'achète. Sans invitation, vous n'entrez. M'accorderiez-vous cette danse, beau gentilhomme? Merci. Un autre jour. Attendez à ce que la plèbe se soulève, c'est Un autre gros problème dans la représentation de Versailles, ce sont les jardins. C'est n'importe quoi. Le parterre ne ressemble pas à ça. Il y a bien eu une époque où il y avait un seul bassin au centre, mais là c'est n'importe quoi. Alors la ville de Versailles, là encore, c'est assez décevant.
Je sais pas s'ils ont consulté un plan, mais on monte sur une église, on voit au loin le château, il n'y a même pas la ville autour. C'est quand même la base qui est une ville. Il y a une ville qui s'est construite entièrement autour de ce château au XVIIe. Toute la ville de Versailles part du château. Elle suit les 3 routes, l'avenue de Sceaux, l'avenue de Paris, l'avenue de Saint-Cloud, qui sont le cœur névralgique de Versailles. Et là, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est très curieux. Il a fallu un certain temps pour me rendre compte que j'étais à Versailles quand j'ai commencé ce jeu. Dans les rues, on peut voir des drapeaux tricolores, alors qu'à ce moment-là de l'intrigue, on est avant la Révolution. Et même pendant la Révolution française, on ne trouve pas le drapeau tricolore tout de suite. Il est adopté en 1794. C'est un drapeau bleu, blanc, rouge. Bleu et rouge, ce sont les couleurs de la ville de Paris, la nouvelle capitale, qui se venge de Versailles d'une certaine façon. Et le blanc, c'est la noblesse, puisque la Révolution française est une révolution de la bourgeoisie qui prend le pouvoir à la place de la noblesse. Alors ce tableau, c'est une idée du peintre Jacques-Louis David, peintre qui décidément hante ce jeu. On le voit même à un moment peindre Marat décédé dans sa baignoire, c'est une quête secondaire où on doit retrouver l'assassin. Alors quand on a été à l'école, on sait que c'est Charlotte Corday, évidemment la mission secondaire est très vite terminée. Ces plaques dans les rues de Paris ne sont pas anachroniques. Il y avait effectivement le nom des rues et des places, et ça c'était une volonté du lieutenant de police. C'est depuis Louis XV que ça existe. Donc ça n'est pas anachronique. Par contre, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que ces plaques sont celles mises par le baron Haussmann sous le Second Empire. Donc elles n'ont rien à faire là, sous cette forme. Beaucoup de gens supprimaient, déplaçaient, arrachaient ces plaques parce que le nom de la rue ne leur convenait pas. Le lieutenant de police faisait donc graver dans la roche du bâtiment le nom de la rue. Ça, on est certain que les gens ne pourront plus le retirer, et c'est évidemment aux frais de ceux qui vivaient dans l'immeuble en question. Ce passant porte le bicorne, c'était effectivement un chapeau à la mode à l'époque, sauf qu'il ne le porte pas correctement, il le porte à la mode de Napoléon. Napoléon le mettait de côté de cette façon pour se distinguer justement. On a associé l'image de Napoléon à son époque. On voit à quel point ça a perduré, puisque dans un jeu sorti en 2014, on persiste à faire ça. Le palais des Tuileries a été construit à la demande de Catherine de Médicis, et c'est à peu près la seule personne y avoir vraiment résidé. On sait tout à fait à quoi il ressemblait avant sa destruction lors de la Commune en 1871. On a des photos et des plans. On le connaît en fait surtout parce que le 6 octobre 1789, on y installe la famille royale Louis XVI, Marie-Antoinette et celui qui devait devenir Louis XVII. Pourquoi les mettre aux Tuileries? Pour une bonne raison, c'est que si on les mettait au Louvre, ça voulait dire qu'on remettait la famille royale au palais royal, qu'elle n'aurait jamais dû quitter, donc ça aurait été tout un symbole. On n'est pas stupide, on va les mettre aux Tuileries. Les fameux jardins des Tuileries étaient très prisés des promeneurs parisiens, mais on ne les entretenait plus du tout. Par contre, on a quand même pris soin d'y mettre des statues volées à Versailles et à Marly. On les trouve encore actuellement, notamment les chevaux de Marly au niveau de la place de la Concorde et les Champs-Élysées par exemple. La place de la Concorde, nous y voici. Pas d'obélisque au milieu, c'est Louis-Philippe qui l'y installera, et plus tard, Jacques Chirac mettra des dorures. À l'origine, c'était la place Louis XV, dessinée par Gabriel avec une statue royale équestre au centre. Elle faisait la jonction entre la ville et la verdure des Champs-Élysées. La guillotine, c'est un objet de l'imaginaire collectif, mais au départ c'est surtout un projet de Louis XVI pour garantir une mort non douloureuse et surtout rapide, faire en sorte que les exécutions ne soient plus des horreurs avec des bourreaux qui s'y prennent à plusieurs fois. C'est aussi une invention qui permet à tous de mourir de la même manière, qu'on soit noble ou du tiers-état. On inaugure son utilisation le 25 avril 1792, et la rapidité de l'exécution déçoit beaucoup les Parisiens.
L'économie de spectacle qui s'était organisée autour des mises à mort s'effondre, et pourtant on n'a jamais autant exécuté que pendant la Révolution, avec une moyenne d'environ 3 guillotinés par jour, en particulier pendant la période de la Terreur. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ceux qui ont le plus utilisé la guillotine dans l'histoire, ce sont les nazis de 1933 à 1945. Nous ne réclamons que ce qui nous est. Si vous ne sortez pas, nous allons vous enfumer. Sortez avant qu'on se mette vraiment en colère. Sortez et venez nous répondre, maudit serpent. Là, je voulais montrer les Champs-Élysées. On peut voir leur inexistence. Ils ne les ont pas modélisés, pourtant il y avait à ce moment-là des demeures luxueuses créées par les nouveaux riches, parce qu'on s'est beaucoup enrichi pendant la Révolution. C'était un endroit de verdure, un endroit où les gens se promenaient. Le palais Bourbon doit son nom à la duchesse de Bourbon, fille de Louis XIV et de Madame de Montespan. Elle fait construire cet énorme bâtiment dans un style italianisant puis à l'antique à partir de 1722 et sera toujours en travaux. Cette femme est l'une des plus détestées du royaume en raison déjà de son indépendance et de la fortune qu'elle amasse grâce à l'effondrement du système de l'eau, un système à l'origine de la première bourse de valeur et d'une crise financière sans précédent. Le palais Bourbon devient bien national à partir de 1791 et l'Assemblée nationale, alors appelée le Conseil des 500, ne s'y installe qu'en 1798. On détruit l'intérieur pour aménager la salle des séances dont il ne reste aujourd'hui que le bureau du président. La reine-mère Marie de Médicis, italienne de son état, demande en 1615 la construction de ce monument à l'écart de la ville. Pendant la Révolution, on en fait le siège du Directoire. La décoration en jette, mais je reste confus. Ces tableaux, ou plutôt ce tableau qu'on a découpé pour le coller un peu partout ici. Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un Rubens, mais visiblement non. En tout cas, je ne trouve pas de quel tableau il peut bien s'agir et l'info n'existe pas sur le net. Pourquoi Rubens? Parce que Marie de Médicis a commandé à Rubens un cycle de tableaux pour le palais du Luxembourg. Ubisoft n'a pas l'air au courant de ce détail. J'avoue que ça me tracasse un peu, donc si quelqu'un a des infos, ça m'intéresse. Là au loin on voit le palais de justice qui était autrefois le Parlement de Paris et encore avant le palais des rois de France. Ils ont pensé à ne pas mettre de parvis devant la cathédrale Notre-Dame, c'est plutôt un bon point. Là-bas à gauche, le palais du Luxembourg. On voit un pont avec des maisons. Louis XVI les a pourtant fait détruire par mesure de sécurité. Les ponts ont une importance capitale dans une ville comme Paris. Ce sont tous des initiatives privées. Leurs propriétaires les rentabilisent très très vite avec un payage pour le traverser et évidemment ils ne les entretiennent pas. Les gens s'en plaignent et quand les ponts s'effondrent, c'est souvent la cause de mort. Et un exemple connu, c'est le pont Notre-Dame, le petit pont juste à gauche de Notre-Dame, qui s'est effondré, et juste avant, le roi avait demandé une participation de ses habitants qui ont tous refusé. La cathédrale ne ressemblait pas du tout à ça. Là, c'est un style néo-gothique, donc du 19e siècle. C'est évidemment la Notre-Dame vue, fantasmée, imaginée, recréée par Viollet-le-Duc. Et on peut voir d'ailleurs la flèche de Notre-Dame, on peut la voir dès 1791,
alors qu'elle n'est construite que dans les années 1860, il n'y en avait pas avant. Un autre détail qui me choque, c'est le vide sur la Seine. On parlait des ponts qui étaient payants, il y avait énormément de marchands d'eau, de gens qui avaient des barques, et qui permettaient aux gens de traverser pour moins cher le fleuve. Au fond, on voit l'enceinte des fermiers généraux, du moins ce qu'il en reste. La construction a débuté en 1786, elle s'est jamais terminée. En effet, il y a eu la Révolution entre-temps. On enfermait Paris derrière des murs. Pourquoi Louis XVI fait ça? C'est pour une bonne raison, éviter les truandages, parce que les Parisiens évitaient les points de contrôle de façon à ne pas payer de taxes. Donc il y avait tout un système, on faisait des souterrains, Paris est un véritable gruyère, de cette façon on faisait entrer des animaux dans la ville sans passer par la taxe. Quand l'enceinte des fermiers généraux sort de terre, le roi se met le peuple parisien à dos de façon définitive. C'est marrant parce que le Louis XIV, lui, avait créé les grands boulevards à la place des remparts. Officiellement, il détruisait les remparts de Paris pour avoir une meilleure circulation. Officieusement, c'était plutôt pour réduire les risques d'insurrection. Le Panthéon, à la base, c'est une église néoclassique qui date de Louis XV. Elle a été transformée en tombeau géant en 1791 par l'Assemblée constituante. Le premier grand homme à y entrer, c'est Mirabeau. Quand on apprend ses accointances avec la royauté, il devient aussi le premier grand homme à en sortir. L'Assemblée a choisi cet édifice en raison de sa crypte démesurément grande, dont on ne sait toujours pas l'utilité. Peut-être Louis XV, en la faisant construire, voulait-il en faire une sorte de crypte pour les Bourbons, on ne sait pas. Les Halles, c'est un haut lieu du trafic et de la mafia parisienne. La congrégation des bouchers est la plus puissante de la capitale et elle le restera d'une certaine manière jusqu'à la destruction des Halles au XXe siècle. Faute de pouvoir contrôler cette truanderie, on la déloge. D'ailleurs, dans le quartier des Halles, il existe une rue de la truanderie où maintenant on trouve des magasins gothiques. L'esprit du lieu est admirablement retranscrit, on s'y croirait. On voit les gens qui négocient les prix, on voit les étals avec tant de la volaille que des légumes. Il y avait aussi de quoi jardiner. Il y avait énormément de choses différentes dans les halles, pas uniquement de la viande ou du poisson. L'église Saint-Eustache est parfaitement reconstituée. On voit les différents styles, gothiques, classiques, qui se mélangent. C'est une église assez laide et qui l'est encore plus à l'intérieur d'ailleurs. Et c'est là que Louis XIV a fait sa communion et où la mère de Mozart a eu ses obsèques. D'ailleurs, à propos d'obsèques, on voit le cimetière des Innocents là-bas. Alors ce cimetière, il y a un problème, c'est qu'il n'existait pas. En 1789, en tout cas, on l'a recouvert avec un marché. Officiellement, on a au préalable déplacé les corps qui s'y trouvaient, mais les habitants alentours se plaignent de tomber sur des ossements quand ils creusent leur cave. En lieu et place des pyramides, on trouvait des habitations, et avant ces habitations, on trouvait des marchands de tuiles, d'où le nom du palais des Tuileries. Et à cet endroit aussi, le lieutenant de police de Louis XV, Nicolas de la Reynie, fait construire une trentaine de grands fours pour nourrir la population en vendant du pain à perdre. Il n'y avait pas de mauvaise récolte, il y avait juste une spéculation qui rendait le prix 5 fois plus élevé qu'à la normale. Ces ventes qui avaient lieu le matin ont créé des émeutes qui dégénéraient en général et il y avait souvent des morts et ça a causé la colère des boulangers. La vente à perte, pas les morts. Le Pont Neuf, c'est le plus vieux pont de Paris. Henri III cherche à désengorger les 4 autres ponts.
Et Henri IV, en achevant sa construction en 1604, décide que ce serait le premier pont à ne pas avoir d'habitation. C'est pour ça qu'on voit ces petits emplacements sur les côtés. Le trafic en est grandement fluidifié, et le pont devient très vite un lieu où on donne des spectacles de rue, où on vend à la sauvette, un lieu de promenade. Ils ont oublié de mettre la pompe du pont neuf. Il y avait très peu d'endroits avec de l'eau potable. D'ailleurs, on buvait quasiment pas d'eau à l'époque, parce que l'eau était mortelle, on buvait essentiellement du vin, de la bière. Autre volonté d'Henri IV, la place Dauphine. C'est un magnifique petit triangle brisé, ouvert sur la statue équestre d'Henri IV. Il a cherché à créer une certaine unité architecturale. Le plus grandiose exemple, ça reste la place Royale, aussi appelée la place des Vosges. J'ai voulu bricoler cette espèce de vidéo pour montrer que ce n'est pas innocent de faire un jeu sur la Révolution française. Il en sort forcément un certain regard, aussi politiquement correct soit-il. Le sujet est encore brûlant et qu'on le veuille ou non, choisir cette période est politiquement orienté et accessoirement casse-gueule. Comme le dit Jean-Clément Martin, la Révolution française n'appartient pas aux Français. 2 siècles de roman national a créé une entité étrange qu'on appelle Révolution. Mais les hommes de ce temps ne voyaient pas le monde à l'aune de la République. Par exemple, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, est tout simplement la devise de la loge franc-maçonnique Le Grand Orient. Le mot liberté signifie ainsi liberté d'entreprendre, c'est-à-dire la fin des académies et des privilèges. Voilà d'où vient le terme de libéralisme. Ce n'est pas la liberté au sens ontologique ou sartrien, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Des libertés, les jeux Assassin's Creed en prennent très souvent, et ça a tendance à être assez intelligent. Par exemple, à un moment on croise la route de Bonaparte, avant qu'il ne devienne Napoléon. Nous nous trouvons aux Tuileries, et il nous explique chercher certaines lettres de la correspondance royale, on sait pas trop ce qu'il manigance, et il s'échappe via un passage secret. Il se trouve qu'à ce moment-là, on n'a strictement aucune idée de ce que faisait Bonaparte, ni d'où il était. Ce moment en question, c'est la prise des Tuileries d'août 1792, une bataille sans gloire puisque Louis XVI demande à sa garde personnelle de ne pas intervenir et il se rend de lui-même à l'Assemblée et on connaît la suite. Ces événements sont dépeints héroïquement par les révolutionnaires alors qu'il ne s'est rien passé de spécialement épique, mis à part le massacre gratuit des gardes par la foule. On n'a donc pas attendu le jeu vidéo pour faire n'importe quoi. Autre exemple, Robespierre arrive le jour de son exécution blessé à la mâchoire, et il veut pas dire pourquoi. Assassin's Creed Unity nous donne la réponse, c'est notre compagne Élise et son pistolet. Manifestement, le sujet a été étudié par les équipes d'Ubisoft, ils ne scénarisent pas vraiment par-dessus la jambe les périodes historiques qu'ils choisissent. L'un des problèmes dans la compréhension de la Révolution française aujourd'hui, c'est qu'en France, l'État existait avant la nation. La nation française, ça s'est créé artificiellement au XIXe siècle. La Révolution peut se voir comme une sorte de cristallisation de cette problématique. On peut se demander où je veux en venir avec tout ça. Eh bien, la philosophie des Lumières a entrevu l'importance de la nation, l'importance du peuple, l'idée d'opinion publique pouvant modifier la chose politique. Jean-Jacques Rousseau dit même que le peuple légitime le pouvoir politique. En 1789, il n'était par conséquent pas question de mettre en place un nouveau régime sans qu'il soit validé par le peuple, d'où l'importance des élections. Et on continue maintenant à exiger du peuple français qu'il aille voter massivement, puisque sans cela, les dirigeants n'ont plus lieu d'être. Ça me semble intéressant de voir combien ce jeu a suscité la curiosité d'un public qui à la base se fout pas mal des jeux vidéo. La Révolution reste un sujet sensible. Aussi sert-il inévitablement les intérêts de notre régime républicain qui, comme n'importe quel régime, cherche à asseoir son pouvoir et à s'inscrire dans le temps. C'est pour ça que la représentation de George Washington dans le jeu Assassin's Creed 3 a été mal vécue aux États-Unis et nous en France. Le général est montré comme un militaire incompétent, un peu arriviste, ce qui est pas tellement loin de la réalité en fait. Au contraire, la figure de Robespierre, montrée en dictateur sanguinaire dans Assassin's Creed Unity, a de quoi énerver certains courants politiques français. Parce que les partis politiques, quel que soit leur bord, vivent mal d'être dépossédés de ce qu'ils appellent la révolution, puisque la grande majorité s'en réclame.
C'est pour cela qu'on trouvait encore jusqu'à très récemment l'intitulé « La République triomphante » dans les cours d'histoire sur le 19e siècle en France, alors qu'on compte seulement une petite trentaine d'années de régime républicain sur cette période. On commence à former les esprits des jeunes Français assez tôt. La plupart du temps, quand un historien commence à aborder le sujet sur un plateau télé ou à la radio, il se heurte à de grands cris d'orfraie puisque la réalité historique ne correspond pas à celle de l'imaginaire républicain ni à celle véhiculée par les médias de masse et leurs programmes de divertissement du style Stéphane Bern ou Laurent Deutsch. On constate donc deux extrêmes, Robespierre ce héros et Robespierre ce psychopathe. L'un comme l'autre n'a aucune pertinence, ce sont seulement des jugements de valeur, et il est bien dommage de limiter la Révolution à Robespierre et à la guillotine. On a l'impression que toute l'histoire est toujours politique et qu'au fond, les reproches qu'on a pu voir dès le début de l'émission, on disait ceci est idéologique, mais comment faire de l'histoire qui ne soit pas idéologique? L'histoire est un discours sur des faits, c'est comme la télévision. La télévision, le cinéma, c'est sur un discours. Mais tous les grands historiens français ont été des politiques. Je ne vais pas faire la liste ici, elle est impressionnante. Hein. Je veux dire de Michelet jusqu'à Vauvel, François Furet, Marc Bloch, tous, Lamartine, tous ont été, je veux dire, des acteurs politiques engagés qui présentaient des versions qui étaient celles de la monarchie, thème, bien sûr, ou de la monarchie ou de la République. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, dès lors qu'on s'engage dans l'écriture de l'histoire, c'est une grande naïveté que de croire qu'on va mettre une blouse blanche, qu'on va prendre une distance et puis qu'on va précisément écrire un récit neutre. Non, l'honnêteté, c'est qui consiste à dire, de dire au grand public à partir d'où on parle. Ça, par contre, il faut le dire. Et ça, c'est très important, parce que sinon, effectivement, il peut y avoir des mensonges, des ruses, des tromperies, etc. Mais dans la mesure où vous affirmez un projet qui est celui de la République, comme ça a été dit d'ailleurs par beaucoup d'hommes politiques ou d'intellectuels, c'est-à-dire dans la mesure où vous affirmez un sens qui est celui du maintien, de la préservation ou de la restauration des valeurs républicaines, oui, en tant qu'historien, vous êtes forcément un citoyen engagé. En définitive, Ubisoft, bien qu'il s'en défende, nous montre une image de la Révolution française très sanguinaire et assez peu positive. Voulu ou non, il y a un parti pris, mais n'est-ce pas normal de choisir celui-ci quand son jeu s'appelle Le Credo de l'assassin ?